De toute manière. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Tréville, je suis conseiller en investissement depuis 3 ans maintenant et j'ai créé mon cabinet de gestion de patrimoine en 2018 qui s'appelle Avenir Conseil et Investissement. Le siège social est dans le Loiret, mais j'habite en région parisienne. Donc, comme je vous le disais, je suis très content de vous accueillir pour ce webinaire. D'une manière générale, d'avoir fait ces webinaires-là, c'est le 5e, d'avoir pu vous expliquer un petit peu différentes solutions. J'espère que les précédents vous ont plu et que celui-là vous plaira également. Je vais, comme d'habitude, baser le webinaire en 3 parties. Une première plutôt sur le contexte global, déjà pour comprendre, placer le cadre. Ensuite, je vais expliquer le dispositif Pinel et revenir sur la question de comment bien choisir un appartement Pinel ou une maison Pinel. Et à la fin, je regarderai un petit peu quelles sont les opportunités du moment ou plus spécifiques à cette fin d'année 2020. Après, je couperai l'enregistrement et on se laissera quelques minutes si vous voulez poser des questions. Donc, commençons par le contexte. Alors déjà, le dispositif Pinel est un dispositif fiscal qui a été créé en 2015, mais des dispositifs similaires existent depuis de nombreuses années maintenant. Il y a eu avant Pinel, c'était Duflot, avant Cellier, Robien, etc., etc. Le premier, c'était Périsol en 1996. Donc, vous voyez que depuis 25 ans maintenant, un peu plus de 25 ans, il y a des dispositifs qui sont là pour inciter les contribuables à investir dans l'immobilier, puisque la France est en manque crucial d'immobilier. Donc, ce dispositif, en contrepartie d'une réduction d'impôts, va inciter les investisseurs investir dans l'immobilier neuf, en l'occurrence. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Les lois changent. Un coup, c'est une réduction fiscale. Un coup, c'est un avantage au niveau de l'amortissement et des dispositifs un peu différents, mais l'état d'esprit est toujours le même. On sait que c'est quelque chose qui risque de durer dans le temps, puisque de toute manière, le besoin n'a pas été comblé encore. Alors, deuxième point qui je pense, doit vous parler. Je vous ai demandé de remplir un petit questionnaire, là. Merci à ceux qui l'ont fait. Vous voyez que c'est quelque chose qui revient. On voit souvent des pubs. Vous avez entre 35 et 54 ans. Vous payez plus de 250 € d'impôts pour moi. Nous avons une solution méconnue des Français. Oui, à d'autres. Le problème, c'est que ça en devient limite du harcèlement, notamment pour les cadres parisiens. Je ne sais pas comment ils font, mais on est tous sur une liste où on se fait harceler d'appels. Vous payez des impôts, vous ne voulez plus en payer, nous avons la solution. On est un peu risible des fois, ça peut être agaçant à la longue. Pourquoi il y a tout ça? Tout simplement parce qu'il y a eu des commissions sur certaines résidences qui étaient un peu délirantes. Donc forcément, qui dit entre guillemets argent facile ou argent démesuré, forcément ça a attiré de la malveillance quelque part, ou un petit peu de roublardise. Donc voilà, il y a des gens qui sont sautés sur le créneau. On voit beaucoup de choses au niveau du marketing avec des raccourcis. Moi, j'aime bien quand on voit vous pouvez transformer votre fiscalité en bien immobilier. Oui, alors il y a quelques étapes entre les deux quand même. Ce n'est pas un coup de baguette magique quand même. Et enfin, toujours pour le contexte un petit peu, il y a eu notamment des celliers qui sont mal passés. Pourquoi? Parce qu'il y a des biens, des résidences qui sont construites, qui ont poussé de terre à des endroits où la demande locative était assez faible. Et donc, certains ont investi sans regarder vraiment le bien en question, ont acheté un plan d'investissement quelque part. Et puis, surprise, quand on s'aperçoit qu'il y avait tant de demandes de logement et qu'il y en a eu 10 fois plus de construits, forcément, ça ne marche pas. Ça reste de l'immobilier locatif. S'il n'y a pas de location derrière, le dispositif ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans le temps, le zonage a été resserré pour que de plus en plus on se concentre sur les zones où la demande locative était vraiment tendue et diminuer ce risque d'absence de location. Donc globalement, le contexte que j'ai appelé de surmédiatisation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le dispositif Pinel est un dispositif connu. Si j'interroge 10 personnes dans la rue, je suis sûr qu'il y en a au moins 8 qui vont me dire qu'ils connaissent le dispositif Pinel, mais qui en ont entendu parler en tout cas, mais qui n'est pas maîtrisé, ou souvent pas assez en tout cas.
j'espère en tout cas que vous ne maîtrisez pas complètement parce que sinon vous n'allez rien apprendre pendant ce webinaire. Troisième point de contexte, l'immobilier, c'est quand même un investissement, un actif qui est apprécié, qui a toujours été apprécié. Pourquoi? Quand on regarde dans le temps, je me base sur une étude qui a été faite par Sycomore Asset Management entre 1950 et 2011, mais bien sûr, ça reste vrai depuis 2011. Ce qui m'intéresse avec la classe d'actifs en bleu, là, qui représente l'immobilier. Et on voit que bon an, mal an, la progression est quand même assez sympa, relativement linéaire. Alors, vous allez me dire, non, ce n'est pas linéaire, c'est logarithmique. Certes, mais l'échelle l'est aussi, vous remarquerez. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est, l'évolution est assez rassurante. Alors, ce n'est pas la meilleure. On voit que sur la même période, les actions, finalement, ont fait un petit peu mieux. Mais bon, on reste sur quelque chose qui est très sympa et surtout qui est avec ce qu'on appelle une volatilité assez stable. Donc, c'est ça qui est agréable avec l'immobilier. Alors, comme on dit, le passé ne présage pas du futur, mais c'est en tout cas ce qui explique que l'immobilier reste une valeur qui est plébiscitée par les investisseurs. Maintenant qu'on a vu le contexte, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment avec la fiscalité. Qui dit investissement immobilier locatif dit loyer, et qui dit loyer dit fiscalité. Alors, le premier cas, pour le comprendre, on va regarder, donc vous avez des loyers, vous avez des revenus fonciers, et en face, vous avez des charges. Ces charges, elles sont composées de ce que j'ai mis dans une enveloppe qu'on appelle frais de gestion, qui sont tous les frais annexes liés à la possession d'un bien, que ce soit en direct ou en indirect, que ce soit pour personnellement sa résidence principale, sa résidence secondaire ou l'immobilier locatif. Donc, ça va être l'entretien, ça va être les charges, ça va être la taxe foncière, etc. Alors, quand on loue, on va récupérer certaines charges, justement, mais pas tout. Donc, on aura toujours des frais de gestion. Grosso modo, on considère que ça correspond à 30% de ce que vous gagnez en revenus. Donc, ça, c'est important de prendre en compte. Et vous allez pouvoir déduire de votre bilan foncier les intérêts d'emprunt et l'assurance décès invalidité. Ce qui fait que globalement, ce qui reste, ça fait un delta. Donc, si vous avez plus de revenus que de charges, on dit que le delta est positif. On parle de bilan foncier positif et donc de bénéfice foncier. Sur ce bénéfice foncier, vous allez payer un impôt foncier à hauteur de ce delta fois votre taux marginal d'imposition plus les prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui à 17,2%. Le taux marginal d'imposition, c'est votre dernière tranche d'imposition. Vous savez que payer un impôt sur le revenu, c'est remplir des tranches. La dernière tranche que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle votre taux marginal d'imposition. Les tranches étant 0%, 11%, 30% et j'espère pour vous 41% ou 45%. Donc ça, c'est dans le cas où le bilan foncier est positif. Mais il se peut, notamment en début d'emprunt, où vous avez de plus forts intérêts, que votre bilan foncier soit finalement négatif. On parle alors de déficit foncier qui va cette fois vous générer un gain fiscal à hauteur de ce delta fois de nouveau votre tranche marginale d'imposition. Dans le temps, souvent on commence avec un déficit foncier, puisque notamment en début de location, on peut avoir un excédent de charges, mais très rapidement, on va aller sur un bilan foncier qui va être positif et donc qui va nous générer de la fiscalité. Donc c'est important de le prendre en compte, puisque finalement, sur un investissement qui va durer plusieurs années, généralement une quinzaine d'années, vous allez avoir une fiscalité qui va changer au fil du temps. C'est important de le prendre en compte dans votre plan d'investissement. Autre grand principe qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'immobilier locatif. Ce que j'explique là, c'est vraiment valable pour tous les investissements immobiliers locatifs. Pas forcément du Pinel, pas forcément du neuf, c'est des généralités. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la participation mensuelle que vous allez avoir à réaliser. Pourquoi? Puisque, alors, soit vous achetez votre bien au comptant, et je vous en félicite, mais souvent, on va faire un achat immobilier à crédit. Bien souvent même, on va essayer de le faire avec un maximum de crédit, c'est-à-dire un minimum d'apport. Donc, vous allez avoir des mensualités à rembourser de ce crédit. En contrepartie, vous avez un bien qui a été grosso modo acheté par la banque, qui va vous générer des loyers. Donc, ça rentre dans votre poche, donc les mensualités sortent, les loyers rentrent.
Et dans ce qui sort de votre poche, vous avez également les frais de gestion que j'expliquais tout à l'heure pour administrer votre bien. Et enfin, vous allez avoir un impact fiscal. Alors, soit un impact fiscal qui va être négatif, qui va vous coûter de l'argent, puisque c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le revenu foncier, l'impôt foncier, pardon. Soit une fiscalité qui va être cette fois-ci en votre faveur. Dans le cadre du Pinel, vous avez une réduction fiscale, donc c'est un impact fiscal qui va être positif pour vous. Vous avez les deux. En tout cas, c'est la somme de tous ces éléments-là qui va indiquer votre participation mensuelle, votre effort d'épargne à réaliser pour acquérir ce bien immobilier. Parce que le principe, c'est que vous avez une capacité d'emprunt, vous allez mettre en place une participation régulière pour acheter à terme ce bien immobilier. Et vous allez pouvoir varier sur la durée d'emprunt. Alors, si vous ne mettez pas d'apport, vous aurez forcément une participation négative, positive, ça dépend dans quel sens vous vous placez, mais en tout cas, vous aurez forcément à sortir de l'argent de votre poche. Il faut bien le payer, ce bien. Si évidemment vous mettez un apport, là, vous allez minimiser, plus vous mettez d'apport, plus vous minimisez l'effort à faire mensuellement. Par contre, plus vous réduisez la rentabilité également. Donc, dans l'investissement, les investissements immobiliers locatifs vont être réalisés avec un minimum d'apport pour au maximum travailler sur l'effort d'épargne mensuel et non pas sur de la trésorerie qu'on a déjà, et pour augmenter la rentabilité de l'investissement. Tout simplement, j'ai envie de dire. Pour vous donner un ordre d'idée, un Pinel à 200 000 euros, aujourd'hui, ça demande une participation, donc un effort d'épargne, quand on somme le tout, d'environ 250 euros par mois. Alors bien sûr, ce n'est pas régulier. En début de prêt, ça va être un peu moins de 250 euros par mois. En fin d'engagement de location, ça va être un peu plus. Mais en moyenne, sur les 12 ans d'engagement Pinel, on va être sur un effort moyen d'à peu près 250 euros par mois, éventuellement un petit peu plus. Alors très bien, on a compris le levier du financement, on a compris la fiscalité. Maintenant, parlons du dispositif Pinel en tant que tel. Le dispositif Pinel, déjà, concerne les personnes physiques ou morales fiscalement domiciliées en France. Ok, ça c'est clair. Il impose une location nue. Les biens immobiliers que vous louez, vous pouvez les déclarer de deux manières. Soit en location nue, c'est-à-dire vous arrivez dans un appartement qui est vide, soit en location meublée, vous arrivez dans un appartement qui est meublé. Généralement, quand on est dans sa résidence principale, on va chercher plutôt quelque chose en nu, puisqu'on va chercher à mettre ses meubles. Par contre, quand on va dans une résidence de vacances, vous voyez qu'on n'a pas envie de venir avec ses meubles. Donc là, on va avoir une location meublée. Après, bien sûr, on peut passer de l'un à l'autre, mais c'est pour vous expliquer les grands principes. Donc, en tout cas, Pinel, location nue. Autre contrainte sur le Pinel, il faut qu'il y ait l'appartement, le bien, c'est pas forcément un appartement, ça peut être une maison, respecte la norme thermique RT 2012. Donc, les normes thermiques, elles évoluent au fil du temps, mais avant que la RT 2012, alors déjà, on va certainement passer à la prochaine, mais déjà, ne vous inquiétez pas, si quelqu'un a bien un RT 2012, ne vous dites pas c'est dépassé. Non, 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 avant que la RT 2012 soit dépassée, il y a du temps. Ce n'est pas parce qu'on en fait une nouvelle que l'ancienne est complètement dépassée et obsolète. Donc ça veut dire que les bâtiments qui sont construits sous le dispositif Pinel doivent respecter une certaine norme énergétique de basse consommation, des matériaux, etc. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Sur une même résidence, les biens peuvent être vendus à la fois sous le dispositif Pinel et à la fois en résidence principale. On ne dit pas ça, c'est un bien forcément qui va être acheté en Pinel. Non, vous pouvez l'acheter et faire du Pinel avec, donc suivre les engagements Pinel et avoir les avantages du Pinel, mais vous pouvez également l'acheter en résidence secondaire, vous pouvez l'acheter en résidence principale, vous pouvez l'acheter comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en Pinel. C'est une possibilité, jamais une obligation. Alors après, quelles sont les autres contraintes du Pinel? Il y a des plafonnements. Alors, il y a des plafonnements sur les loyers et les ressources du locataire. Globalement, il ne faut pas gagner plus d'un certain revenu pour être éligible en tant que locataire. Malgré tout, les plafonds sont suffisamment hauts pour permettre à une large partie de la population française de bénéficier de ces dispositifs. Je crois que c'est à peu près 50% de la population, voire même un peu plus, qui en bénéficie. Et vous êtes également plafonné au niveau des loyers. Vous ne pouvez pas mettre des loyers exorbitants
c'est la contrepartie. C'est-à-dire que l'État dit, OK, vous allez avoir un avantage fiscal en contrepartie. On ne veut pas non plus que vous mettiez des loyers hors de prix. On va vous imposer des plafonds de loyer. Et également, bon à savoir, vous ne pouvez pas faire autant de Pinel que vous voulez. On est plafonné à 300 000 € de Pinel par an. Ça laisse de la marge quand même. Le principe du Pinel, finalement, il est tout simple. Il pourrait se résumer dans ces deux petites phrases. Il faut s'engager sur la location minimum 6 ans, qui vont pouvoir être prolongeables entre 2 à 9 ans, puis à 12 ans. D'accord ? Sur cet engagement de location, pendant cet engagement de location, on a une réduction d'impôt de 2% par an, puis de 1%. Donc les 9 premières années sont à 2%, les 3 dernières sont à 1%. Donc au total, si on fait l'engagement complet, donc les 2% pendant 6 ans, les 2% pendant encore 3 ans et le 1% pendant 12 ans, ça fait 21% au total. Donc pareil, si je prends l'exemple du dispositif Pinel d'un bien à 200 000 €, concrètement, vous avez 42 000 € d'avantage fiscal répartis sur les 12 années. Et voilà, Pinel, c'est que ça. Merci, au revoir. Non, on va aller un petit peu plus loin. Il y a quand même un zonage au niveau des investissements. Justement, j'en parlais tout à l'heure, zonage qui se restreint. C'est-à-dire qu'initialement, le zonage était assez vaste quand même. Dès qu'il y avait une demande locative, on pouvait faire un dispositif Pinel. On s'est rendu compte qu'il fallait aller un petit peu plus loin que ça et de plus en plus, on se concentre vers les zones qui sont avec une très forte demande locative pour lesquelles on est certain qu'on ne pourra pas construire suffisamment de logements. À chaque nouveau dispositif, le zonage est encore restreint et même au sein du dispositif Pinel, il y a eu un décret en 2018 pour restreindre ce zonage aux premières zones qui sont les plus tendues. Donc, ça permet aussi d'assurer quelque part cet investissement. Alors, après, on en vient à la question, comment choisir un bien Pinel? Ben, finalement, cette question, elle est assez simple. Il faut choisir l'emplacement en premier. Vous connaissez, dans l'immobilier, on dit que la règle, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et bien, c'est vrai. C'est un bien immobilier. Évidemment, il y a une différence entre choisir ce bien au cœur de Paris ou choisir ce bien au fin fond de la Creuse. Et pourtant, j'ai rien contre la Creuse. J'adore. Mais en tout cas, l'emplacement va évidemment avoir un impact sur la demande locative et donc sur la facilité à louer le bien, sur le prix des loyers, etc., etc. J'insiste sur son point, allez voir le bien. Tout bien immobilier est un bien physique. Quand vous achetez une action, ça ne sert à rien de vous pointer au siège social de l'entreprise en question. Vous n'y apprendrez pas grand-chose, il faut vous documenter, etc. Par contre, un bien immobilier, c'est important de se déplacer sur place et d'aller voir l'environnement. Alors, si c'est un immeuble à réaliser, ce qu'on appelle la VFA, la vente en état futur d'achèvement, évidemment, vous ne pourrez voir que l'environnement. Mais déjà, ça va vous donner une indication sur tout ce qu'il y a autour, sur comment vous allez ressentir des choses, etc. C'est important d'aller voir le bien. Et ça va vous permettre de valider cet emplacement-là. Alors, sur l'emplacement, il y a deux types d'emplacements. Soit les emplacements où on va aller chercher une valeur patrimoniale. Je prends un exemple de Paris. On sait que globalement, à Paris, les prix sont assez stables, sont plutôt en hausse, etc. Par contre, la rentabilité locative d'un bien à Paris, elle est exécrable. Elle est très faible. Ce qu'on cherche quand on achète un bien à Paris, c'est une valeur patrimoniale. En contrepartie, quand on va dans certaines régions qui sont un peu plus en développement, qui sont un peu plus, on va parier sur le potentiel finalement de la ville. Souvent, on n'est pas très sûr de la valeur patrimoniale, ça peut fluctuer beaucoup plus fortement. Par contre, on va aller chercher de la rentabilité. Donc, à chacun de choisir, en fait, de placer le curseur où il veut entre valeur patrimoniale et rentabilité. Alors, très bien. Ouais, vous voyez, choisir un Pinel, finalement, ce n'est pas compliqué. Oui, mais en fait, on croit que investir avec un dispositif Pinel, investir dans l'immobilier locatif, c'est uniquement choisir un appartement. Eh bien non, ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà, celle qui dépasse de l'eau. Il y a toute une partie en dessous qui est bien plus importante. Et c'est ce que je voudrais expliquer, et c'est ce sur quoi je vais insister ce soir, c'est que l'importance, quand on investit dans ce type de dispositif, c'est de maîtriser tout ce qui est autour du choix en tant que tel du bien.
En l'occurrence, première chose que vous aurez à voir, le financement. Votre montage financier, selon si vous faites un crédit long ou court, si vous faites un apport, pas d'apport, ça va influer sur votre rentabilité. Plus vous faites un crédit court, plus vous mettez de l'apport, moins votre investissement il sera rentable, je peux vous le garantir. Plus vous irez sur un crédit long, moins vous mettrez d'apport, plus ce sera rentable. Alors vous allez me dire, bah, je ne comprends pas. Quand je vais voir mon banquier, il me propose des taux hyper intéressants si justement je prends un prêt court et si je mets un peu d'apport. Et oui, sauf que vous êtes dans une relation bipartie et en l'occurrence, c'est la banque contre, quelque part, vous. C'est-à-dire que chacun a des intérêts qui sont opposés, qui ne sont pas les mêmes en tout cas. Donc forcément, la banque va vous donner ce qui l'intéresse elle, pas ce qui vous intéresse vous. D'où l'intérêt d'être accompagné par un conseiller qui, lui, va défendre vos intérêts. Pareil sur la capacité d'endettement. Des fois, on ne sait pas exactement quel est notre endettement, etc. La banque est là pour le contrôler. En l'occurrence, elle a des règles définies par l'État, donc elle ne rigole pas trop avec ça. Par contre, des fois, on s'y perd un petit peu. Un conseiller va pouvoir vous accompagner, va pouvoir vous aider à bien déterminer votre capacité d'endettement à l'instant T, mais aussi dans le futur, puisque vous avez d'autres projets que cet investissement locatif. Il est important de regarder votre capacité d'endettement au fil des années, pas uniquement spot, pas uniquement aujourd'hui. Et l'octroi, pareil, les conditions d'octroi de crédit peuvent être des choses qui varient dans le temps. Ça évolue même très fortement, notamment cette année. C'est important d'avoir un conseiller va pouvoir vous aider à vous y retrouver, à savoir si, OK, est-ce que mon profil est acceptable ou non pour du financement. Autre chose qui est important, c'est le suivi de l'opération. OK, vous avez trouvé un bien qui vous plaît, vous avez trouvé votre crédit, vous signez les deux, c'est fini. Non, pas du tout. La banque, vous avez intérêt de la marquer à la culotte pour être sûr que tout se passe bien parce que généralement, ça ne se passe pas bien. Vous allez signer chez le notaire, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le notaire, on n'a pas l'occasion de se rencontrer souvent avec le notaire, hein, sauf si vous en avez un dans votre famille. Donc, du coup, pareil, c'est important. Le notaire va vous accompagner, lui aussi, hein, est là pour défendre vos intérêts, mais avec un conseiller en plus, il peut vous permettre d'être plus à l'aise au moment de la signature de l'acte. Et enfin, le promoteur. Donc, vous achetez un bien neuf, donc vous êtes en face d'un promoteur. Pareil, c'est une situation qui n'est pas forcément évidente. On n'a pas l'occasion d'acheter des biens neufs tous les jours, en tout cas pas moi. Et donc, c'est important d'être accompagné à ce moment-là pour pouvoir s'y retrouver avec le jargon et comprendre ce qu'on nous demande et de nouveau défendre notre intérêt. Notamment au moment de la livraison. Au moment de la livraison, vous avez signé votre bien, vous le récupérez généralement 2 ans plus tard. Il y a toujours un petit peu d'excitation. Hein. C'est comme quand on va récupérer une voiture ou qu'on a décidé de s'acheter un dernier téléphone. On est content de le récupérer et puis on ne regarde pas trop. Si je fais le parallèle avec une voiture d'occasion, on est tout content. On a acheté la dernière voiture qui nous faisait rêver. Et puis, on ne voit pas qu'il y a une petite rayure à un endroit, on ne voit pas qu'il y a un petit élément qui bouge sur le tableau de bord, on ne voit pas qu'il y a un système électronique qui ne marche pas. On peut passer à côté de certaines choses, c'est normal. L'esprit humain est focalisé sur ce qui nous apporte du plaisir immédiat. Lorsque vous faites la livraison d'un bien en Pinel, c'est pareil. Vous êtes content d'avoir votre bien, enfin, vous l'avez vu sortir de terre. Il est joli, il est tout neuf en plus, donc il est tout beau. Mais c'est important, le professionnel conseiller en investissement est là derrière pour regarder si tout est bien conforme à la notice descriptive que vous avez signée, pour aussi défendre de nouveau vos intérêts, puisque le promoteur, vous êtes en face d'un promoteur qui, lui, veut que ce soit livré le plus vite possible et veut que le dernier chèque soit signé pour que, hop, ça c'est bon, la vente elle est faite. Le promoteur, il s'en fout de la durée. Le conseiller en investissement, non. Pour lui, c'est important que vous soyez satisfait de votre investissement. Pareil, un élément important sur le Pinel, c'est au moment de la déclaration d'impôt. Vous avez loué votre bien, vous êtes content, et clac, il faut déclarer tout ça aux impôts. Et pour un Pinel, ce n'est pas forcément évident. Vous serez content d'avoir un conseiller pour vous accompagner dans ces démarches. En tout cas, mes investisseurs, à chaque fois que je les aide, et certains pourront témoigner ici, ils sont contents de m'avoir à leur côté lors de la déclaration d'impôt. Ne dites pas si vous n'êtes pas content. Non, généralement, tout le monde est content, justement. Voilà, on n'aime pas trop la déclaration d'une manière générale. Moi, j'adore, mais normalement, on n'aime pas trop. Enfin, lors de la location, on aura également besoin du conseiller pour
vérifier que tout se passe bien. Parce que des fois, même si on le met en gestion, on peut se faire un peu mener en bateau par l'agence. Donc, le conseiller est là de nouveau pour défendre nos intérêts. Et oui, dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre Pinel, certes, il dure 12 ans, vous êtes content, tout se passe bien, mais à la fin, il va y avoir des choses à faire. Pourquoi? Ce que je vous l'ai dit, ça ne vaut peut-être pas le coup de rester sous la forme de location nue. Il y a peut-être des choses à revoir. La fiscalité n'est plus la même, puisqu'en sorte de dispositif Pinel, on peut réaugmenter les loyers, ce qu'on peut faire généralement. Par contre, il y a peut-être des choses à améliorer pour optimiser notre investissement. Ça, de nouveau, il faut être capable de le faire et ça demande encore d'autres compétences qu'on n'avait pas imaginées forcément au début. Et puis, il peut y avoir une réflexion à avoir sur la transmission, pareil, pour optimiser la transmission. Donc, finalement, la gestion de patrimoine, c'est plusieurs étapes. C'est la création du patrimoine, l'optimisation, puis la transmission. Et en réalisant un investissement immobilier locatif, on s'engage forcément sur un horizon de temps qui est assez long. Donc, on peut passer finalement par plusieurs étapes. Le conseiller va être là. En l'occurrence, c'est exactement ce que je fais avec mes investisseurs pour les accompagner tout au long de l'évolution de cet investissement. Donc, tout ça, c'est ça qui est important quand on choisit un bien en immobilier locatif. Bien sûr, choisir un lien au bon endroit avec du potentiel, etc., c'est important. Mais tout ce qu'il y a autour va vous assurer autant de rentabilité finalement que le choix du bien en lui-même. Et voilà pour les explications sur le Pinel et sur comment choisir un bien Pinel. Alors, comme d'habitude, j'aime bien conclure avec les opportunités du moment, ou en tout cas les opportunités contextuelles. Le premier, c'est pour la création du patrimoine. Je vous l'ai dit, si vous réalisez un investissement immobilier locatif sans apport, avec un crédit plutôt long, vous allez avoir un crédit long, généralement c'est 25 ans. Alors maintenant c'est 23 plus 2 ans de différé, pour vous donner un ordre d'idée. Vous allez avoir un effort d'épargne qui va être assez faible. Et donc, c'est un levier idéal, ce levier du financement, plus le levier de la fiscalité, pour commencer à créer du patrimoine. Vous achetez un bien à 200 000 euros, vous avez fait un effort de 250 euros par mois, et in fine, vous avez 200 000 euros de patrimoine, si ce n'est plus, si ça s'est valorisé dans le temps, avec un peu de chance. Ça, franchement, il n'y a pas d'équivalent que le levier du financement. On ne peut pas l'utiliser autant qu'on veut, tout comme le levier fiscal, mais c'est des leviers, il faut les utiliser, c'est très efficace. Sur les opportunités du moment, alors il y a le Grand Paris. Donc, si on regarde un petit peu le développement sur Paris et sa périphérie, donc au départ, il y avait Paris intramuros, la petite couronne a pris de la valeur progressivement. Il y a eu un boom sur les 20 dernières années et on voit que les choses se reproduisent un peu sur une couronne qui est un peu plus large, avec notamment toute l'infrastructure en termes de transport qui facilite justement ces déplacements. D'autant plus avec le développement du télétravail qui se généralise et qui, qui tend à se développer avec la situation sanitaire actuelle. Le Covid nous aura bien aidé là-dessus. Et du coup, il faut aussi voir les opportunités, pas que les points négatifs. Et du coup, tout ça fait qu'on est peut-être plus enclin à faire un peu plus longtemps de trajet en contrepartie d'un environnement plus sympa, ou en tout cas qui nous correspond plus, puisqu'on aura moins à se déplacer. Donc ça, c'est vraiment des opportunités. On retrouve finalement en grande couronne ce qu'il y a eu en petite couronne il y a quelques années. Et également l'attraction un peu nouvelle des villes, ce que j'appelais villes intermédiaires. Donc, on va dire que c'est des grandes villes, mais pas les plus grandes villes. Il y a eu forcément, quand on parle de Lyon, quand on parle de Bordeaux, quand on parle de Toulouse, c'est des villes qui ont attiré, et qui attirent toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas que ces grandes villes, il y a aussi d'autres petites villes. Alors, regardez avec attention, mais justement, quand on cherche un peu plus de rentabilité, quand on est un peu plus sur le potentiel, il y a des belles choses à faire, pas que sur le neuf d'ailleurs, également sur l'ancien, mais il y a des attractions un petit peu nouvelles qui peuvent être intéressantes en termes d'investissement locatif. Enfin, alors là c'était vraiment des remarques assez générales sur l'immobilier, des opportunités un peu du moment. Je repense un truc sur le levier du financement. Pourquoi il est particulièrement intéressant aujourd'hui? Parce que les taux sont très bas. Alors, ça fait longtemps qu'ils le sont. Ils le seront encore certainement pour quelques temps. Mais c'est vrai que c'est un contexte qui facilite la création du patrimoine.
Et sur le Pinel en tant que tel, donc, il y a une extension de la loi en 2018 qui est venue restreindre le zonage. Ça, c'est pour protéger l'investisseur. Et la fin du Pinel est programmée pour 2021. Donc, est-ce qu'au départ, ça devait s'arrêter plus tôt? Est-ce qu'il sera reprolongé? On ne sait pas. Est-ce qu'il sera remplacé par une autre loi similaire? On ne sait pas non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait l'intérêt du Pinel aujourd'hui. On ne sait pas demain s'il y aura quelque chose de moins intéressant, de plus intéressant, etc. Comme on dit, il faut profiter du moment. Il est possible qu'entre les deux, il y ait une petite période de flou, surtout si la crise sanitaire s'étend. Donc, c'est important de profiter de l'instant présent, on va dire. Le flou peut engendrer des délais qui, généralement, vous font perdre des années. Et ceux qui ont suivi les webinaires précédents, vous savez que, finalement, les quelques années qu'on perd avant les investissements, on les regrette plus tard parce que c'est des années où ça s'envole complètement avec la mécanique des intérêts composés qui est exponentielle. Et cela vient conclure ma présentation. Donc, comme d'habitude, je vais couper l'enregistrement pour pouvoir passer aux questions par la suite. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin ou qui ont des questions un peu plus précises ou qui veulent simplement discuter, j'ai laissé mes coordonnées ici, à la fois téléphoniques et en termes de mail. En ces temps de confinement, je suis ravi d'avoir des questions et des appels des investisseurs. Donc, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Je vous remercie et on va passer aux questions.